Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Oui, je suis déjà là, je suis déjà de retour. Malgré ça, malgré cet handicap après l'opération, bon, ça commence à aller mieux, mais je vous cache pas, j'ai fait quelques tests. Manipuler tout ça, tout ce qui est souris et compagnie, clavier, c'est une horreur. Tout ce que je fais met beaucoup plus de temps qu'avant. Et quand j'y arrive, bah, c'est pas bien fait. Donc ça risque d'être rigolo pendant cette vidéo. Je vais mettre beaucoup plus de temps pour la préparer. Mais franchement, c'est pas grave. L'actu, elle, a du mal à attendre, elle est très impatiente et elle commence à être véritablement chargée. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, ça aurait été une horreur au moment de revenir. Et puis, je vous cache pas que j'avais envie de repartager tout ça avec vous. J'adore ce que je fais, j'adore préparer tout ça avec vous. Du coup, ben oui, je suis déjà de retour. Et les amis, infiniment, merci pour vos messages de soutien. C'était chaleureux, bienveillant, ça allait droit au cœur, vraiment, avec ça. Et j'ai eu beaucoup de force, en fait, grâce à vous. Et si je suis là aujourd'hui déjà, mais c'est aussi grâce à vous. Donc les amis, on va démarrer tout de suite cet épisode 138 des News Gaming. Allez, c'est parti. Les amis, je suis certain que vous vous souvenez très bien de cette déclaration, de ce proverbe qui dit « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Eh bien, il faut le reconnaître, David Jaffe en est le parfait exemple. Qui est David Jaffe? David Jaffe, c'est le créateur, le papa de God of War. Et avec un background pareil, forcément, quand il déclare quelque chose, c'est plus ou moins beaucoup écouté. Et il avait déclaré dans son compte Twitter le 29 août dernier, donc il y a vraiment pas longtemps, quelque chose concernant Starfield, le dernier titre de Bethesda, avec une déclaration un peu en demi-teinte sur le jeu de Bethesda, avec une déclaration que je cite. J'ai enfin terminé Starfield. Il y a des moments de génie, c'est sûr, mais il ne semble pas qu'il tienne la route comme d'autres classiques. La fin était aussi what the fuck, ce que je comprends un peu vu le thème général, mais quand même, c'est aussi un produit de divertissement, donc, je ne sais pas, besoin de réfléchir. Donc on voit avec cette déclaration que David Jaffe n'avait pas trop goûté, apprécié le jeu. Il le trouve qu'il est pas trop mauvais, il le déclare quand même, il y a des moments de génie dans Starfield, mais en creusant un petit peu et en l'ayant terminé, bah, il a vu que finalement, c'était pas si terrible que ça. À voir un petit peu, d'ailleurs, il avait dit, besoin de temps, besoin de réfléchir concernant ce jeu. Parce que peut-être qu'avec d'autres parties, avec une autre réflexion, il serait arrivé à une autre conclusion. Eh bien, il semblerait que ce soit véritablement le cas, parce que David Jaffe a encore une fois, et ça dès le jour de sortie de Starfield, le 6 septembre, fait une autre déclaration sur son compte Twitter où il déclare vraiment tout l'inverse concernant le titre de Bethesda, avec une prise de parole très élogieuse concernant ce titre. Là, je cite une nouvelle fois les amis, je ne suis pour aucune console en particulier, vous le savez. Un bon jeu est un bon jeu. Je dis ça parce que si vous avez aussi adoré les jeux vidéo et que vous ne possédez pas de Xbox, vous devez de vous abonner au Game Pass pour un mois et essayer Starfield, même en utilisant juste le cloud. Il fait facilement partie du top 3 de mes jeux préférés. Évidemment, votre avis sera différent. Mais si auparavant vous avez déjà eu le sentiment que vos goûts et les miens étaient assez similaires, ne laissez pas cette stupide et enfantine guerre des consoles vous tenir à l'écart de cette chose brillante. Si vous adorez les jeux solo, action, aventure, vous devez d'y jouer. Voilà que c'est très différent de sa première prise de parole qui datait du 29 août dernier. Il a rejoué au jeu très clairement, très probablement terminé d'autres nouvelles fois, et il a très clairement apprécié. On voit vraiment que sa déclaration est vraiment différente, et il incite même les joueurs qui n'ont pas de Xbox, et c'est un petit peu l'avantage de cet abonnement Game Pass de Microsoft, c'est de pouvoir y jouer quand même avec par exemple une tablette, avec un smartphone, sur une télé connectée, sur un ordinateur. Bref, un abonnement Game Pass qu'on peut prendre au mois tout simplement pour au moins essayer le jeu et se donner un vrai avis. Moi personnellement, j'ai débuté l'aventure Starfield. J'ai pas été très loin, je vous le cache pas, parce que avec mon problème que j'ai à la main en ce moment, les séances de jeu malheureusement sont un petit peu courtes, parce que ça fatigue. Franchement, ça fatigue. Et le problème, c'est que Starfield est un jeu un peu calme, un peu posé, même s'il y a des petites phases d'action
qui peuvent être assez intenses, ça reste un jeu très très long. Et donc des séances de gameplay assez longues avec ça, je vous assure, à un moment donné, j'en peux plus. Mais tout de même, j'ai pris un petit peu la mesure du jeu que je trouve fabuleux, c'est clair. Alors, il a plein de défauts, ça c'est sûr et certain, mais l'ambiance qui s'y dégage, cette espèce de saveur particulièrement très très poussée science-fiction, c'est le thème, bah, fait qu'on y revient. C'est assez bizarre comme sensation, mais une fois qu'on a arrêté de jouer, bah, quelques minutes après, quelques heures, on a envie d'y retourner. Et ça, c'est un petit peu l'apanage des bons, des grands jeux qui donnent cette envie d'y retourner continuellement. Donc on verra un petit peu par la suite. Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas joué énormément à cause de ça. Je vais, j'allais dire, me faire la main de plus en plus dessus. On verra bien ce qu'il en est. Mais en tout cas, mon premier ressenti, bah, c'est clairement bon. Et j'ai l'impression que c'est pas le seul parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de joueurs déjà sur Starfield. Et à noter que le jeu a obtenu ces 6 millions de joueurs en seulement 24 heures. C'est un véritable succès pour Xbox évidemment, mais aussi pour Bethesda. Et vous savez un petit peu mon opinion là-dessus. Si un jeu se vend bien, quel que soit le jeu, quelle que soit la plateforme, bah, ça me fait plaisir pour les équipes de développement parce que derrière tout ça, il y a des gens, il y a des humains, il y a des familles. Et donc ils ont vraiment besoin que ça fonctionne bien. Ça semble être le cas pour Starfield. Quand on imagine qu'ils sont déjà en train de travailler sur un autre DLC pour l'année prochaine, que les modeurs sont déjà dessus et qu'il y a déjà pas mal de choses sur Starfield, l'avenir, le futur de ce jeu semble vraiment pas mauvais du tout. On verra avec le temps. En tout cas, le créateur de God of War a tout simplement validé Starfield, malgré une première opinion un peu en demi-teinte. La deuxième, c'est clair, ça n'a absolument rien à voir. C'est dithyrambique, c'est élogieux. Je pense que c'est, en tout cas à date, pour moi, ce n'est que mon opinion, je pense que c'est vraiment mérité. Les amis, évidemment, vous savez que Ubisoft est en train de travailler actuellement d'arrache-pied pour la sortie prochaine du nouveau Assassin's Creed Mirage qui va se dérouler dans la Bagdad ancienne. Vous savez aussi qu'ils sont en train de travailler sur le numéro Jade qui, lui, va se dérouler dans la Chine ancienne. Par contre, ce sera un numéro exclusivement mobile, donc smartphone, tablette, mais il y a aussi Assassin's Creed Red qui lui arrivera bien sur console, PS5, Xbox, mais aussi sur PC, et qui lui aussi sera dans un pays assez lointain, asiatique, le Japon, voisin de la Chine, aussi dans la période féodale, la période des samouraïs par exemple. Il y a une grosse connotation historique dans ce jeu. On avait d'ailleurs même abordé un petit peu le sujet sur la chaîne ensemble, les amis, parce que en fait, dans le jeu, vous aurez la chance d'incarner le premier samouraï étranger à avoir servi au Japon. Ce samouraï était de couleur, c'était un Africain originaire du Mozambique. Ce n'est pas la première personne de couleur à être entrée au Japon. Par contre, c'est le premier samouraï étranger à avoir servi au Japon. Ce personnage historique japonais, donc, a le nom de Yasuke. On le voit ici, on a la chance d'avoir une des rares photos de cette personne. Il est ici au milieu, aux côtés de son maître, entre guillemets, qui s'appelle Oda Nobunaga, qui était un shogun et qui avait une vision très très moderne du Japon et qui l'a engagé en tant que samouraï, mais aussi en tant que porteur d'armes, parce qu'en fait, il a vu les grandes qualités de cette personne qui s'appelait donc Yasuke de son nom japonais, mais avait aussi des surnoms comme par exemple Kuro-san, à savoir que dans la langue japonaise, Kuro signifie la couleur noire. Donc ça lui allait comme un gant, j'ai envie de dire. Cette personne était très très appréciée. Il est arrivé du Mozambique au Japon en l'an 1579 dans l'île de Kyushu, donc l'île principale du Japon, et il a vraiment été apprécié. Il était très impressionnant parce qu'il faut savoir hein, que à l'époque au Japon, la taille moyenne d'un homme était à peu près de 1,57 m, alors que Yasuke-san faisait à peu près 1,88 m. Donc il était grand, il était très très fort, et au combat c'était un énorme avantage en tant que samouraï. Il était extrêmement populaire et a eu une très belle vie au Japon, avec donc son maître et ami monsieur Nobunaga qu'on voit ici ensemble sur cette photo. Et donc dans Assassin's Creed Red, qui se déroulera donc évidemment au Japon féodal, on aura l'occasion d'incarner ce personnage historique du Japon, mais pas seulement. Pas seulement parce qu'il y avait des grosses rumeurs concernant le fait d'avoir deux personnages jouables. Donc il y aura Yasuke en mode samouraï, et puis aussi très probablement une femme shinobi, qui d'ailleurs, les shinobi, c'est désigne un shinobi, un ninja homme. Pour les femmes, on appelle ça plutôt une kunoichi. Donc ce sera une kunoichi qu'on pourra
incarner et qui donc apportera un gameplay vraiment, vraiment différent. Tout simplement parce que, comme je vous disais, Yasuke faisait quand même 1m88, c'était quand même quelqu'un de grand, de très costaud, et donc apportera un gameplay un peu plus, entre guillemets, bourrin, avec beaucoup de force, de puissance, tandis que si on incarne la ninja, j'ai envie de dire femme, la kunoichi, eh bien on aura un gameplay beaucoup plus subtil, beaucoup plus discret, un peu dans la subtilité, et qui permettra donc d'avoir deux sortes de gameplay totalement différents pour ce jeu qui, en plus de ça, annonce de belles choses avec des destructions un petit peu partout dans les habitations, dans les châteaux, dans tout ce qui fait en gros référence au Japon ancien. On peut imaginer par exemple les shoji, qui sont ces panneaux de bois avec du papier de riz qui fait office de cloison séparative entre les pièces. Tout ça sera destructible. Alors attention, ça sera peut-être pas destructible à la manière d'un Battlefield où absolument tout est destructible, mais apparemment ça sera quand même assez poussé, et avec en plus la capacité d'avoir un personnage vraiment puissant comme Yasuke, ça permettra d'avoir vraiment quelque chose de très très intéressant. On sait que normalement dans les Assassin's Creed, la discrétion est de mise, mais de savoir qu'il y a cette petite subtilité et donc qui peut en plus rajouter un petit peu de stress au niveau du gameplay, je pense que c'est plutôt pas mal. Et rien en plus pour cette connotation historique de ce personnage emblématique de l'histoire du Japon, je le répète, c'est le premier samouraï étranger à avoir servi au Japon, je trouve que c'est plutôt intéressant et plutôt même une bonne idée de la part d'Ubisoft d'aller un petit peu gratter dans l'histoire du Japon, un peu méconnue. Ça permettra un petit peu à tout le monde d'en savoir plus de cette tradition, de cette histoire des samouraïs japonais qui font vraiment partie intégrante de ce Japon féodal. Et ça tombe bien, Raid, c'est dans le Japon féodal. Décidément, les développeurs ukrainiens de GSC Game World rencontrent problème sur problème. Évidemment, en tant que studio ukrainien, il y a la guerre. Ils se sont fait aussi hacker par des pirates informatiques russes. Et maintenant, c'est carrément un incendie. Il y a un incendie qui s'est déclaré dans les locaux de Prague de GSC Game World et qui aurait pu avoir des conséquences assez graves, même si on n'est pas encore sûr des impacts finaux sur le développement de Stalker 2, qui donc a du mal à se finaliser avec tous ces problèmes. Alors heureusement, il n'y a pas eu de soucis au niveau humain, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de problème là-dessus, mais tout de même, il y a apparemment des dégâts assez nombreux, avec une enveloppe évaluée à peu près à 60-66 000 dollars tout de même, parce que tout simplement, l'incendie a atteint l'étage où abritaient les serveurs sur lesquels était le jeu que vous voyez en ce moment à l'écran, Stalker 2. Alors, il y a tout de même le studio de développement qui a préféré faire une petite déclaration pour rassurer tout le monde en disant, et je cite, « C'est vrai, heureusement, aucun des employés ou du personnel de bureau n'a été blessé dans l'accident. Un incendie s'est déclaré jeudi dans nos bureaux de Prague. Bien que le feu ait été éteint avec succès, l'un des étages du bureau nécessite maintenant une restauration complète. D'autres détails de l'accident sont encore en cours d'investigation. Nous vous remercions vivement pour vos questions et les mots de soutien que vous nous avez adressés. Aucune anomalie, pas même un brûleur, entre guillemets, c'est la traduction, ne nous arrêtera dans la poursuite de notre objectif final. Nous avons déjà eu à faire pire que cela. Tout va bien. » Alors, on comprend très bien, dans la fin de sa déclaration, on a déjà eu affaire à pire que cela. Oui, c'est clair, la guerre est vraiment bien pire qu'un incendie, mais tout de même, c'est rassurant de savoir que personne n'a été blessé, personne n'a été touché par l'incendie. Maintenant, ça a quand même touché l'étage des serveurs. Alors évidemment, je suis sûr et certain qu'un studio de cette ampleur a fait des copies et des copies et des copies de sauvegarde, même probablement dans le cloud, dans un serveur distant, dans un autre pays. C'est une certitude. Donc à mon avis, ça va bien pour le jeu. Mais tout de même, c'est encore un problème qui vient entacher le développement du jeu, très probablement même le ralentir, parce que il y a des enquêtes, ça c'est clair et net, ça va prendre du temps, la reconstruction des locaux, est-ce que eux, ils vont pouvoir travailler en attendant dans un autre local, dans un autre endroit, peut-être, ou est-ce qu'ils vont être obligés d'attendre que tout soit réparé, remplacé, des ordinateurs neufs? On verra, mais c'est encore un problème pour Stalker 2. Ils vont réussir à le sortir, c'est clair et net. Et à mon avis, normalement, il était prévu pour 2024. On verra un petit peu si les développeurs déclareront quelque chose concernant cette date de sortie. Je ne suis pas sûr,
mais je pense qu'il y aura malheureusement encore un report, mais au vu de ce qui vient de se passer, ça serait absolument normal. Les amis, vous vous en souvenez très certainement, il y a un petit moment sur la chaîne, on avait parlé ensemble, je vous avais annoncé que Google, YouTube était en train de prévoir d'imaginer un nouveau service de jeu qui s'appelait YouTube Playable. Qu'est-ce que YouTube Playable? Pour pouvoir comprendre ça, il faut aller un petit peu plus loin en arrière et parler de Stadia. Vous vous en souvenez, Google Stadia a été un énorme flop. Et c'est franchement dommage parce que l'idée de base était pas si mauvaise que ça. Et surtout, au niveau technique, c'était costaud, c'était sérieux. Si on avait une bonne connexion Internet, franchement, ça marchait très bien. Le problème, c'est que tout ce qui était autour, mais c'était pas bien compris par les gens. Le marketing était vraiment plus que bancal. Et tout simplement, ça s'est effondré. Ça n'a pas duré bien longtemps, ça c'est clair et net. La concurrence en plus est vraiment exacerbée. Google n'était pas encore assez prêt et n'avait pas assez bien préparé sa mise en place pour le gaming. Et j'avais donc annoncé qu'ils étaient en train de réfléchir à une nouvelle approche sur le gaming avec Google et surtout YouTube Playable. YouTube Playable, c'est un service pour l'instant qui n'existe pas, entre guillemets, sauf que ça risque de bouger vraiment bientôt. Là, on va voir des images qui ont un rapport avec Google Stadia tout simplement parce qu'il n'y a pas encore d'image de YouTube Playable, qui est un service de jeu dans YouTube, directement implanté dans YouTube, que ce soit sur le site internet via PC ou autre, mais aussi sur l'application qu'on a sur mobile, sur tablette. On pourra accéder à des jeux directement depuis YouTube. Et c'est assez curieux parce que le moment où Google avait présenté Google Stadia, j'avais pas trop bien compris où est-ce qu'il voulait en venir. Et la première chose, ma première réflexion à laquelle j'ai pensé en voyant Stadia, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne profite pas de YouTube? YouTube est implanté partout. Tout le monde a YouTube sur sa tablette, sur son smartphone, sur son PC. Partout, il existe YouTube. Il suffirait juste de mettre un onglet ou bref, quelque chose en rapport avec le gaming dans YouTube et ça y est, ils ont un pied dans le jeu. Eh bien, est-ce que Google m'a écouté? On sait que Google écoute beaucoup de choses, mais en tout cas, ça semble être la direction prise très récemment par Google, par YouTube, avec Playable qui était en test. Je l'avais annoncé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, au sein des bureaux, des studios de YouTube, de Google. Eh bien, c'est fait, c'est parti. On a la confirmation que c'est en train d'arriver et plutôt assez rapidement, tout simplement parce que Google Playable est déjà disponible pour une poignée de personnes, d'internautes chanceux qui ont été triés sur le volet par Google, par YouTube. Et on le voit ici sur le site de 9 to 5 Google avec la déclaration que oui, YouTube vient tout juste de commencer, de démarrer les tests publics de YouTube Playable. Donc ça démarre. Pour l'instant, ce n'est pas à grande échelle, comme je vous l'ai dit, c'est juste un test pour voir comment ça se passe, voir un petit peu le côté technique, est-ce que ça tient la route, est-ce que c'est pratique, est-ce que les gens adhèrent un petit peu à cette idée, c'est important tout de même, et puis voir aussi la réaction des éditeurs, des développeurs, voir s'ils adhèrent également à cette idée, s'ils trouvent ça pertinent, intelligent. Perso, je trouve que c'est une très bonne idée, et d'ailleurs, même Google aurait dû faire ça dès le début, sans se passer dans un délire à la Stadia où les gens n'ont pas adhéré, n'ont pas trop compris, avec un côté marketing très bancal et qui a plombé tout de suite dès le début de la naissance de Stadia. Là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. On ne connaît pas encore exactement les contours de tout ça. À n'en pas douter, ça va pas tarder. Mais déjà que les tests commencent au niveau public, c'est-à-dire entre guillemets un peu tout le monde, certes une tranche assez restreinte d'utilisateurs, mais ça commence à bouger. C'était en test seulement dans les locaux de Google, ça passe en public. Bientôt, je pense que ça va être diffusé à tout le monde. En tout cas, on surveille ça vraiment de très près parce que j'avais abordé sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, les amis, concernant cette déclaration de l'ancien PDG de PlayStation America qui avait dit que les GAFAM pourraient être un danger pour le jeu vidéo. Alors, on comprend très bien avec cette déclaration que, en fait, il veut dire un danger pour PlayStation. C'est vrai que la puissance financière de Apple, de Amazon, de Google est vraiment colossal. C'est monstrueux. Dans les GAFAM, d'ailleurs, il y a Microsoft aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et on voit avec ces récents rachats, surtout celui d'Activision qui est en train d'être finalisé par Microsoft, que ces acteurs ont une puissance financière rarement vue dans l'histoire du jeu vidéo.
Et c'est vrai que voir Apple commencer à prendre pied dans le jeu vidéo, voir Amazon et Netflix s'y intéresser aussi très dangereusement, et puis Google qui commence à bouger très sérieusement et voir un petit peu ses plans, notamment avec YouTube Playable, ça pourrait peut-être un petit peu faire peur. À n'en pas douter, les acteurs actuels, genre Sony, Nintendo, ils vont trouver la parade. Ils sont dans le game, j'ai envie de dire, depuis bien longtemps. Ils ont une base de fans monstrueuse et on ne perd pas ça en quelques semaines, en quelques mois, ça c'est clair et net. La console PS5 a de beaux jours devant elle et franchement, c'est très bien comme ça, tant mieux. Il faut des acteurs forts, il faut des acteurs majeurs dans le jeu vidéo pour faire du jeu vidéo quelque chose de mieux en mieux, de meilleur de plus en plus. On verra vraiment ce qu'il en est pour YouTube Playable. L'idée est bonne, l'idée est même très bonne, et il ne manque plus qu'à voir dans les faits ce qu'il en est. Bon, Starfield, c'est terminé. Les équipes de Bethesda vont pouvoir commencer à passer sur autre chose. Et d'ailleurs, ils ont même déjà un peu commencé. Alors, il y a encore du monde sur Starfield parce que, entre guillemets, il y a un SAV à assurer. Il faut régler quelques bugs, faire des mises à jour. Il y a le contenu additionnel pour Starfield aussi qui va arriver. L'année prochaine, normalement, il y a un gros DLC consistant qui va arriver, nommé Shattered Space. Mais c'est vrai que le gros des équipes est en train de basculer doucement mais sûrement sur le développement d'un autre jeu qui a été présenté et dévoilé il y a pas mal de temps, The Elder Scrolls 6, hyper attendu, mais il va falloir vraiment attendre très longtemps parce que le boss de Xbox avait déclaré il n'y a pas si longtemps que le jeu, bah oui, il va falloir faire preuve de patience, devrait arriver peut-être en 2028. Personnellement, j'ai un peu du mal à y croire, hein, je ne vous cache pas les amis, je suis sûr et certain que ce titre dont on voit ici ce trailer de présentation, The Elder Scrolls 6, arrivera plus tard que 2028. J'ai la conviction qu'il sortira même pour la prochaine génération de consoles, parce que oui, c'est sûr et certain, il y aura du report, du retard, un petit peu partout, et on verra. Toujours est-il que Phil Spencer a tout de même répondu à quelques questions aux journalistes de Bloomberg, des questions portant par exemple sur l'exclusivité de ce jeu. Est-ce qu'il sortira seulement sur console Xbox et PC ou est-ce qu'on pourrait l'avoir autre part? Il a déclaré, allez, d'une manière honnête, mais pas totalement très directe, en disant, et je cite, nous examinons au cas par cas les jeux que nous créons. Nous voulons nous assurer que nos jeux sont disponibles dans un grand nombre d'endroits différents, sur nos consoles Xbox, sur PC, mais aussi via le cloud. Ces jeux peuvent être disponibles sur presque tous les appareils compatibles avec le web. Nous pensons que des millions et des millions de joueurs auront accès à Starfield et à d'autres jeux Xbox Game Studio. Il s'agit vraiment de donner aux joueurs le choix de la manière dont ils veulent jouer et de leur permettre de constituer leur bibliothèque de jeux. Donc on voit très bien dans cette prise de parole de Spencer qu'il n'a pas nommé précisément ni PS5 ni PlayStation. Mais par contre, il a dit que les jeux sont disponibles sur presque tous les appareils compatibles avec le web. Donc, en gros, hein, si on lit entre les lignes, si vous voulez jouer plus tard à The Elder Scrolls 6, donc ce n'est pas les images que vous voyez à l'écran, vous avez compris, bah, très certainement, il va falloir prendre un abonnement Xbox Game Pass. Et on va voir un peu si c'est logique ou pas. Parce que oui, évidemment, il y a des haters, il y a déjà des gens qui commencent un petit peu à critiquer cette décision, mais je trouve ça normal en fait. Je trouve ça normal parce que Bethesda a coûté très cher à Microsoft, à Xbox. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, alors ce n'est pas le montant colossal et monstrueux d'Activision Blizzard King, mais tout de même c'était assez sérieux. Si je dis pas de bêtises, c'était autour des 17-18 milliards de dollars. Franchement, c'est pas rien. Le studio Bethesda leur appartenant, ils sont le seul à avoir le droit de choisir sur quelle plateforme sort tel ou tel jeu. C'est comme ça. Je trouve ça absolument normal. S'offusquer de ça, ce serait un petit peu bizarre, alors que par exemple sur PlayStation, des exclus, il y en a. Horizon, The Last of Us, Uncharted, Gran Turismo, God of War, on pourrait en citer plein. Il y en a une qui arrive bientôt, Spider-Man 2. C'est comme ça. Ça sort seulement sur PS5, bien plus tard peut-être sur PC, mais c'est clair et net, on ne verra pas un The Last of Us sur Xbox. Et je trouve ça absolument normal. J'ai aucun problème avec ça. Il y a les consoles différentes. Il y a des jeux qui sortent sur toutes les plateformes, mais il y a des jeux exclusifs qui sont propres à l'identité, à l'esprit de telle ou telle marque. Mais je trouve normal que oui, The Elder Scrolls 6 sera une exclue PC et Xbox.
Tout simplement parce que c'est une propriété de Xbox. Donc ils font ce qu'ils veulent avec leurs jeux. Et je trouve ça mais tellement logique que je ne comprends même pas en fait ce débat. Donc là, Phil Spencer n'a pas déclaré officiellement et explicitement PlayStation ou PS5 ou une autre future console de PlayStation. On verra, mais en tout cas, je pense que c'est clair et net. The Elder Scrolls 6 sera une exclue PC et Xbox. Pour la suite, on verra, parce que de toute façon, c'est pas demain que le jeu sort, hein, il a déclaré pour 2028. Je suis sûr que le jeu ne sera pas disponible en 2028. Les amis, vous le savez, le 21 septembre prochain, c'est bientôt, débutera le Tokyo Game Show. La grande fête du jeu vidéo du Japon va démarrer et on commence à voir popper un petit peu partout des petites infos assez intéressantes concernant les participants, éditeurs, développeurs, constructeurs et aussi quelquefois leur line-up. Là, on va parler de Xbox qui, évidemment, vont être présents à cette fête japonaise qui est le Tokyo Game Show avec une déclaration très intéressante qui veut en dire long sur l'objectif de Xbox et surtout l'intérêt qu'ils ont sur le jeu vidéo asiatique dans sa globalité, mais aussi japonaise. On va voir un petit peu ça ensemble avec une déclaration. Donc, je cite, « Les joueurs peuvent s'attendre à des informations sur la progression des projets de Xbox et de Bethesda Softworks, ainsi qu'à une collection de jeux d'une grande diversité créative provenant de créateurs situés principalement au Japon et à travers l'Asie. Nous partagerons également de nouveaux jeux passionnants à venir sur l'Xbox Game Pass qui continuent de s'enrichir de contenu de qualité provenant d'équipes de toute l'Asie. » Alors on voit très bien avec ces déclarations que oui, l'Asie devient de plus en plus important pour Xbox, avec évidemment en ligne de mire le Japon, qui est un territoire très compliqué historiquement parlant pour les constructeurs et éditeurs américains. On le sait, Xbox a beaucoup de mal, même si la Series S commence un petit peu à trouver son public. Mais quand on compare aux ventes des autres, PlayStation, Nintendo, ça n'a absolument rien à voir. C'est presque de l'anecdotique, à tel point la différence est marquée et à la limite du colossal. Xbox cherche donc à s'implanter un peu plus. On le voit qui, entre guillemets, drague les éditeurs, les développeurs asiatiques, japonais. Ils viennent d'accueillir au sein de Xbox une personne très importante qui travaillait chez PlayStation il n'y a pas longtemps du tout et qui donc connaît parfaitement la culture japonaise, le jeu vidéo japonais et qui va sans doute apporter ce petit plus qui manque aux géants américains pour essayer, j'ai bien dit essayer, de mettre un pied de plus ou en tout cas un peu plus profondément, un peu plus consistant sur le territoire japonais et pourquoi pas dans le territoire asiatique dans sa globalité. Cette conférence de Xbox aura lieu donc dès l'ouverture du Tokyo Game Show, le 21 septembre, c'est jeudi, à 11h du matin, heure française. Évidemment, ça va se passer en numérique, sur YouTube par exemple. Je serai devant mes écrans, ça c'est clair et net, parce qu'il risque d'y avoir des choses très intéressantes. À n'en pas douter, ils vont revenir sur des jeux qui ont déjà été présentés, mais avec le développement avançant, il est possible qu'on ait quelques petites surprises, et puis aussi des nouveaux jeux qui vont arriver par exemple sur les Game Pass, ce qui a été annoncé avec cette prise de parole. En tout cas, ça semble vraiment très intéressant. On avait vu déjà des choses sur Bandai Namco, maintenant c'est sur Xbox. Je suis sûr que très vite, on va avoir des nouvelles sur d'autres éditeurs, d'autres développeurs. J'ai hâte, le Tokyo Game Show, c'est quelque chose de particulier pour moi. J'y étais présent il y a quelques années. J'ai vraiment hâte de voir ça, cette fois-ci en ligne sur YouTube. Et on va noter vraiment les choses les plus intéressantes. Ça risque d'être assez croustillant. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 138 des News Gaming. J'aimerais une fois de plus vous remercier infiniment pour vos messages de soutien, bienveillants, chaleureux concernant ceci. Vraiment merci. Grâce à vous, j'ai reçu pas mal de force, beaucoup d'énergie. Ça m'a permis de revenir peut-être un petit peu plus vite. En tout cas, c'est un énorme plaisir d'être à nouveau avec vous ici pour échanger, débattre et en tout cas commenter l'actualité de notre passion commune, le jeu vidéo. Les amis, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Lâchez vos plus beaux pouces que vous pouvez lâcher, les partages en masse aussi, et puis aussi venir faire un petit tour dans la zone de commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en cliquant juste en dessous le petit bouton abonner. Vous serez accueilli à bras ouverts et tout ça dans une super ambiance et vous aurez peut-être de très belles infos avec des news fiables et de qualité sur votre passion, sur notre passion, le jeu vidéo. Les amis, j'espère que vous passerez une bonne journée. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très vite pour le retour des News Gaming, peut-être plus rapidement
que l'accoutumée. Les amis, bonne journée à tous. Allez, bye bye.